ننتقل لمقابلة مع الكاتبة والصحفية فوزية زواري اللي رح بتشاركنا تجاربها وأفكارها بمسيرتها الطويلة بعالم الكتابة والتدريس وإلهام الآخرين. بحاورها زياد مخول أحد رؤساء التحرير بجريدة لوريان لو جور. Rebonjour. Rebonjour. Merci, merci. Alors, je disais ce matin, en commençant avec Elisabeth Guigou, je disais que j'ai souri quand Maïchidia m'a dit qu'il y avait Elisabeth Guigou. J'ai tout autant souri quand elle m'a dit qu'il y avait Fawzia Zouari pour deux raisons. La première, c'est parce que Fawzia Zouari fait quelque chose depuis, à mon avis, elle le dira elle-même, toute petite, quelque chose qu'à Lorient le jour, on essaye de faire tous les jours à un niveau général. Et en particulier, c'est une de mes obsessions, Fawzia Zouari construit des ponts. Depuis qu'elle est petite, depuis que les gens partout dans le monde construisent des murs, elle essaie de les briser en construisant des ponts à tous les niveaux, des ponts entre hommes et femmes, des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, des ponts entre les communautés, les religions, les appartenances socio-culturelles. Donc c'est une vraie bâtisseuse qui va partager son expérience aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite liste, on est en 2019, c'est ça mes notes. Là, juste quand on pense au titre des ouvrages de Fawzia Zouari, que ça soit Ce pays dont je meurs, que ça soit La Retournée, celle qui est retournée chez elle, que ça soit Pour en finir avec Scheherazade, que je recommande à tous ceux qui aiment lire, Ce voile qui déchire la France, La deuxième épouse, J'ai épousé un Français, Je ne suis pas Diams, Le corps de ma mère, 12 musulmans parlent de Jésus, et j'avais tant de choses à dire encore. On a comme ça une idée de toute cette détermination à construire, reconstruire infatigablement des ponts. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi je voudrais commencer juste par quelque chose d'un peu personnel qui vous concerne. Vous avez grandi dans une fratrie de 11 enfants. Vous étiez 7 filles et 4 garçons. Et comment, quand on est aussi nombreux à table, à dîner, comment on fait pour parler, puisque tout le monde parle? Est-ce que vous aviez la possibilité de parler autant que vous voulez? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenue journaliste, écrivaine et bâtisseuse? D'abord, on ne parlait pas quand on dînait, quand on mangeait. Mon père disait, la nourriture est tellement importante qu'il ne faut jamais parler en mangeant. Deuxièmement, nous n'étions pas 11, nous étions 9. Nous n'avions pas Autant une table, nous ne mangions pas ensemble. Donc tout ça, j'y reviendrai si vous voulez bien me laisser dire 2 mots, puisque je suis au Liban. Je voudrais remercier Maïchidia, tous ses collaborateurs, de me permettre aujourd'hui d'être dans ce pays de lumière et des lumières. De lumière parce que le climat me donne raison aujourd'hui. Des lumières parce que depuis toujours, et je rappelle à ceux qui ont étudié la Renaissance arabe, la Nahda du 19e siècle, que les Libanais et les Syriens y étaient pour beaucoup, on l'oublie souvent au Maghreb, et qu'ils étaient aussi chrétiens que musulmans. Donc ce Liban-là, je pense qu'il est malheureusement des pays arabes qui sont rares, où on se dit qu'on est fier d'être arabe. Je pense qu'au Liban, on peut être fier d'être arabe, de par l'histoire de ce pays, de par la construction
qui a pu être refaite après tant de guerres, et jusqu'à cette organisation impeccable de ce colloque. Ça me permet vraiment d'être enthousiaste et fière. Je dis construction, et je pense que le phénix ne devrait pas être égyptien, il est libanais. Et je crois qu'il y a une sorte peut-être de miracle féminin qui est dans la reconstruction et qui est dans cette paix, dans toutes les femmes avant moi avant parlé. Je vous rappellerai ce mot d'Hésistra dans Aristophane, puisqu'on a parlé de la culture grecque, qui disait « Quand la guerre sera faite par des femmes, elle s'appellera la paix ». Alors, deuxième salut. Je vous en prie. Il va avoir du mal avec moi, mais c'est pas grave, vous m'interrompez. Au contraire, challengez-moi. Mon deuxième salut est celui, bien sûr, de notre ancêtre commune, de notre grand-mère commune, Elissa, puisque je suis tunisienne, et que nous sommes fiers de compter la reine Didon parmi nos ancêtres. Alors, ce n'est pas du tout un protocole d'introduction, ni pour vous faire plaisir. Sachez qu'aujourd'hui, dans la Tunisie actuelle, Elissa, la reine Didon, est un enjeu identitaire de poids. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de l'histoire où, comme vous savez, après la révolution du jasmin et les islamistes qui ont pris le pouvoir, il y a deux discours. Ceux qui disent « nous avons commencé à partir du 7e siècle » et ceux qui disent « nous avons commencé, la Tunisie a commencé 2000 ans avec Jésus. La Tunisie a commencé avec la reine Didon » et d'autres disent « elle a commencé avec Kérouan ». Kérouan, c'est vrai, il y a deux grandes musulmanes qu'on peut citer et à qui on peut rendre hommage. C'est celle, la Fahriya, qui a construit, je ne sais pas si vous le savez, la première université musulmane au Maroc, la Qarawiyyin, à Fès. Et vous avez une autre qui, au IXe siècle, a dit à son mari, écoute, moi je t'épouse si tu mets dans le contrat que je serai la seule. Donc elle l'a forcée à la monogamie. C'est la première dans l'histoire du monde musulman. Et elle est tunisienne, elle est kérouanaise et on l'appelle le contrat de Kérouan. Voilà donc un pays qui est fait aussi par les femmes, qui est un pays qui est une femme. Je ne sais pas si le Liban l'est, mais il faut se poser cette question parce qu'il y a toujours, comme je disais, cet instinct de reconstruction, de pont, comme vous l'avez dit. Et je termine avec une autre figure quand même légendaire, ou peut-être deux mots sur la Tunisie. C'est vous d'ailleurs qui avez dit tout à l'heure, le débat est clos. Le débat des droits des femmes n'est jamais clos. On a l'impression, par exemple, en Tunisie, qu'il est clos. Nous avons tout. Je ne sais pas si vous suivez cette actualité. Bourguiba nous a donné beaucoup de choses avec le code du statut personnel. Ben Ali a lâché encore du lest. Et nous étions arrivés avec deux choses seulement qui nous manquaient. D'abord, le droit, on avait même eu l'autorisation de transmettre sa nationalité quand on est une femme tunisienne. Donc c'était bon. Il nous restait deux choses. Le droit à une Tunisienne musulmane d'épouser un non-musulman et le droit à l'égalité de l'héritage. Nous avons eu la première il y a quelques mois et nous sommes en train de batailler pour avoir l'égalité dans l'héritage. Alors la loi est pour nous et c'est très bon, mais est-ce que la société suit ? C'est ça aussi. Il y a tellement en ce moment une islamisation des mentalités qui fait que malheureusement la moitié des Tunisiennes sont maintenant se voilent et suivent un mode, une mentalité qui est en recul. Attention donc au recul des mentalités. Nos acquis ne sont jamais acquis véritablement. Il faut absolument qu'on soit véritablement là, et pas seulement au sud, au nord aussi, en France. Personne n'en a parlé, mais il y a un vrai recul aussi de la condition de la femme et une épreuve que vivent certaines femmes en France et notamment dans certains endroits où sortir en petite jupe, boire un verre sur une terrasse devient aussi dangereux que dans nos pays du Sud. Et je passerai à la littérature quand vous voudrez. Non, mais attendez, j'ai deux choses à dire. Une à vous, une à mon ami Maël. D'abord, je vais commencer par Madame la Ministre. C'est la dernière fois que j'accepte d'avoir une journaliste aussi redoutable à côté de moi, ou une ancienne journaliste, parce qu'elle a fait tout. Non, pas du tout. Elle a fait les questions, les réponses, j'ai plus rien à faire. Je pense que tout le monde peut aller manger. Merci beaucoup. Deuxième petite précision, j'ai jamais dit que le débat était clos, je suis encore plus féministe que vous ici réunis. J'ai demandé à Elisabeth Guigou quand est-ce que le débat sera clos, quand est-ce qu'on arrêtera de dire voilà, le 8 mars c'est une journée
exclusivement réservé aux femmes. Quand est-ce que tous les jours seront réservés aux femmes et aux hommes? Et je vous repose d'ailleurs la même question, puisque vous en avez parlé, vous m'avez tendu une petite perche, je vous la retends. Quand est-ce que le débat sera clos? Ben, on ne sait jamais, de toutes les façons. Écoutez, moi, je peux analyser l'histoire du féminisme arabe. Depuis 14 siècles, nous sommes, s'il y avait une image à employer, c'est celle de l'envoilement-dévoilement. On dévoile les femmes dès que les arabo-musulmans se sentent bien et sont modernistes, on les voile de nouveau dès qu'on veut faire de la politique. Il y a toujours eu deux réflexes. Quand ça ne va pas, les souverains, les rois, ils faisaient deux choses. Ils remettaient le voile et les filles à la maison et ils fermaient les bars. Eh bien, ça continue. Vous allez maintenant en Tunisie, vous avez une idéologie qui ferme les bars. Je vais vous interrompre. Je vous interromps parce que c'est mon métier de vous interrompre. Je suis sage, hein, je veux dire. Et c'est une question que je vous pose. C'est pas du tout un jugement, c'est pas une affirmation. Est-ce que une femme qui met le voile est nécessairement une femme qui ne va pas aller au bar, qui a été obligée de mettre le voile? Je vais parler d'une petite expérience personnelle parce qu'elle illustre parfaitement ce que vous avez dit à propos de la Tunisie. Je donne des cours à l'Académie des Beaux-Arts au Liban, à l'Alba, où c'est beaucoup plus libéral que dans les autres universités. Et j'ai une élève, une Libanaise qui est de la communauté chiite, qui a grandi en Afrique et qui est revenue faire ses études au Liban. C'est une fille qui aurait pu être une des plus grandes top modèles dans le monde, et elle a le turban, elle met un turban, et moi je leur apprends à raconter des histoires. Elle a expliqué devant tous ses camarades pourquoi c'est elle-même qui a décidé pleinement, de son plein gré, d'assumer le voile, les bijoux, la mini-jupe. Écoutez, si je rentre dans ce débat, vous en avez pour 24 heures. Ce n'est pas possible. J'ai écrit 2 livres là-dessus et je ne vais pas m'étaler comme en France à expliquer pourquoi le voile reste quand même un signe de soumission. Pourquoi un signe qui oblige les femmes à se couvrir ne peut pas être un signe de liberté. Mais ça, il en faudrait beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour les femmes voilées. Là, c'est un débat philosophique, ontologique presque, dans lequel je ne veux pas rentrer. Je veux seulement vous raconter une histoire pour que vous voyez à tel point nous vivons une schizophrénie en la matière. Vous avez entendu parler, on est journaliste, on connaît ce qui s'est passé dernièrement au Maroc. Il y a une députée qui est voilée, donc du parti islamiste, et qui est partie à Paris, et elle a posté ses photos où elle est en petite jupe et en t-shirt. Et voilà que ça enflamme tous les esprits au Maroc qui ont dit « mais comment ? Ce n'est pas possible. Elle représente une certaine idéologie, elle part à Paris et elle élève tout ça. » Et l'un des idéologues de son parti dit « non, elle dit « c'est ma liberté individuelle ». Et son collègue islamiste dit « le costume ne relève pas de la liberté individuelle ». Voilà déjà un débat interne qui est miné d'avance. Et elle dit cette chose extraordinaire, ben non, mais je suis libre puisque je ne suis pas chez moi. Et j'adore ça parce que ça veut dire que sortir du Maroc, donc de l'espace musulman, permet à une femme musulmane qui se voile d'enlever son voile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le regard de l'autre étranger non musulman ne compte pas, ou ça veut dire que l'espace privé s'arrête au pays où nous sommes et que le pays des mécréants, des Français, des Anglais, de l'Occident n'est pas un pays où on peut continuer à conserver une idéologie, ce qui aurait été quand même plus plausible et plus logique. Nous sommes dans cette schizophrénie-là et je pense qu'il faut beaucoup pour... Par contre, j'aimerais revenir à cette histoire que j'ai amorcée. Vous me dites... Je vous dirai, vous inquiétez pas. Oui. Sur l'histoire, j'ai employé l'image de l'envoilement, dévoilement. J'ai employé l'image de l'impasse. Chaque fois que les Arabes, les femmes dans le monde arabo-musulman avancent, hop, et puis à un moment, elles reculent. Et en raison de luttes politiques, d'enjeux qui les dépassent. C'est souvent comme ça. J'ai adoré l'intervention de ma voisine libyenne, parce qu'on sent ce qui se passe en Libye et ça nous touche comme on sentira peut-être ce qui se passera en Algérie. Je comprends tout à fait ça. Regardez, il y a eu des siècles où on n'a pas bougé, puis il y a eu la Narda où ça a commencé à bouger un petit peu. Après, il y a eu ces grands pionniers de la cause féministe qui ont été des hommes et pas des femmes, ça se comprend, les femmes n'allaient pas à l'école. Et puis on a avancé un petit peu et tout d'un coup, il y avait la colonisation et le nationalisme nous a remis
dans cette logique en disant « Ah non, non, les Occidentaux, les mécréants, il faut montrer, vous êtes l'identité du monde arabo-musulmane. » En Algérie, on a dit aux femmes « Voilez-vous, parce que si vous vous dévoilez, ça veut dire que vous êtes avec le colonisateur français. » Donc hop, pour cause de nationalisme, on nous a remis à la maison. Après, on est ressorti avec les indépendances, on était super bien, cheveux en l'air. Et après, il y a eu le problème palestinien. On nous a dit le conflit israélo-arabe. Alors, on nous a dit, bah, écoutez, vous êtes toujours un enjeu identitaire, donc il faut absolument montrer les signes extérieurs de l'arabité. Voilez-vous de nouveau. Chaque fois qu'on avance, ça revient. Nous ne trouvons pas un moment où on se dit, ça y est, nous sommes libres. Et maintenant, avec l'islam politique, nous sommes dans une logique identitaire qui assassine Elissa, qui assassine toute cette strate de civilisation dans laquelle nous, en Tunisie comme vous, au Liban, nous sommes, pour nous dire, il y a un seul langage, vous parlerez une seule langue, vous adorerez un seul livre. Et ça, nous sommes, et les femmes le sont beaucoup plus, parce qu'elles sont dans la multiplicité de l'être au monde, parce qu'elles revendiquent toutes les références à la fois, parce qu'elles légitiment l'étranger. Nous sommes, les femmes, à dire non et non. Mais c'était juste une question que je vous avais posée sur le voile. Ce n'était pas du tout une affirmation, oui, je non, le répète. Vous avez parlé, mais ce n'est pas uniquement l'arabité. Regardez en Turquie, où il y a un retour au voile. Je ne parle évidemment pas de l'Iran, où la théocratie impose toutes les lois. Ce n'est pas un monopole que nous, Arabes, avons d'envoilement, dévoilement. On va oublier un peu l'image Macron, on va parler un peu de vous. Est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire un porte-étendard de la liberté, de porte-étendard de l'égalité, parce que votre père était un intellectuel éclairé, ou parce que vous avez appris, comme on dit au Liban, de votre propre sac? Oui. Mon père Combien l'éducation a été importante Mon père était shir. Vous savez ce que c'est un shir. Donc, il était représentant spirituel de la religion. Et le shir, à l'époque, il faisait tout. Il inscrivait nos dates de naissance, il mariait les gens, etc. Et par exemple, comme nous étions 9, eh bien, aucun de nous ne sait exactement quand il est né dans ce petit village. Pourquoi? Parce que mon père s'occupait d'inscrire dans le registre la date de naissance de tout le monde, sauf de ses propres enfants. Ce qui fait que très souvent, entre mon père et ma mère, il y a des disputes, parce que, par exemple, s'agissant de moi, ma mère dit, mon père dit, elle est née en septembre, donc c'est l'été. Et ma mère dit, non, tu as tout faux, elle est née en hiver. Et mon père dit, toi, femme, tu te tais, parce que quand c'est inscrit, c'est ça. Et elle dit, non, c'est moi qui l'ai porté, c'est moi qui sais. Donc voilà un genre de... Mais comment on devient alors, un drapeau du féminisme, donc, une incarnation? Mais rien ne me désignait à devenir drapeau de quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit que je voulais être militante, je n'ai jamais dit que je voulais être écrivaine, je n'ai jamais dit que j'allais adopter, faire de la langue française mon propre... C'est venu comme ça. J'ai traversé la frontière. Mais avant de traverser la frontière, j'ai étudié la langue française. Et je faisais tout pour être bien, non pas du tout parce que c'est la langue française, mais parce que j'étais amoureuse de mon professeur de français. Donc, voilà. Tout simplement, je pouvais y aller ou avec un parfum ou avec un rouge à lèvres. Moi, j'y allais en faisant de belles dissertations. Donc, si le professeur dont vous étiez tombée amoureuse était professeur d'espagnol ou j'aurais pu. Ah bah bien sûr, c'est évident. Donc, je suis tombée... Et chez moi, parce que chez moi, on avait le Coran et on avait... Chez moi, dans ma maison, les livres jaunes, vous vous rappelez, dans lesquels il y avait des recettes sur aphrodisiaques, les chirs et tout ça se passaient. C'est tout, on n'avait pas de livre en français. Et quel est le premier livre que vous avez lu? C'était Emma Bovary de Flaubert. Et je dis souvent, parce que souvent je suis avec des écrivains qui disent « Ah ben vous savez, je suis devenu écrivain à force d'avoir lu beaucoup de livres. » Moi, je n'en ai pas lu. J'avais lu le Coran et de temps en temps, ben oui. Et après, j'ai lu Emma Bovary et je dis « On devient écrivain ». Non pas parce qu'on a lu plusieurs livres, mais parce qu'on a lu un seul livre 10 fois. Et vous vous ennuyez beaucoup à l'époque, comme Emma Mais Bovary. Je suis dans une région où on dit quand on ne s'ennuie pas, on s'ennuie. Donc j'ai appris l'ennui et en France, je m'ennuie pas. Je dis que... Mais j'avais envie de traverser les frontières, j'avais envie de connaître l'étranger et donc j'ai connu un Français. Ça a été le scandale dans ma famille, mais ça n'a jamais été la rupture puisque ma mère a dit « mais il n'est pas musulman » et vous allez rire et on lui a dit « il est libanais ».
Et oui, et ma mère a dit, ah, si les Libanais, c'est bien. Parce que pour elle, Libanais, c'est arabe, donc c'est musulman. En tout cas, vous faites bien d'en parler. Et parce pendant que... des années, mon mari, qui s'appelle Dominique Doulin, qui est de souche, mais alors française à fond, moitié alsacien, moitié breton, on l'a fait passer dans mon village pour un Libanais. Mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Le Liban m'avait sauvé. Parce qu'on est toujours en compétition, le Liban et la Tunisie, à plein de niveaux pour la démocratie, pour les avancées démocratiques, pour les droits de la femme. Je suis, comme beaucoup de gens le savent, très amoureux de mon pays, mais je suis obligé de dire la Tunisie nous bat à plat de couture sur les droits de l'homme en général et sur les droits des femmes. Qu'est-ce qui vous manque encore en Tunisie pour dire, voilà, nous sommes les égales des hommes? Rien. Au point de vue juridique, rien. Et au point de vue... Sauf, on attend maintenant qu'on décide pour l'égalité de l'héritage. Mais... Au point de vue législatif, nous n'avons rien qui manque. Rien. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de temps en temps en disant, par exemple, les Marocaines, elles sont très modernes, les Algériennes, mais elles n'ont pas la loi pour elles. C'est-à-dire que si votre mari, en tant que Marocaine, veut prendre une deuxième épouse, personne ne l'en empêche. Nous, dans le code du statut personnel, c'est interdit. Cela dit, avec, donc, comme ce que je disais tout à l'heure, avec ce qui s'est passé avec la Révolution, vous avez le mariage orfi, le zawaj orfi qui est revenu. Et vous avez des étudiantes et des étudiants qui se marient sans le dire, donc sans le faire à la mairie. Vous avez des hommes qui sont polygames. Par exemple, on a trouvé dans le sud de la Tunisie dernièrement une école avec un monsieur, une école coranique, qui préparait des jeunes à devenir des daïchistes tout simplement. Donc habillés avec le costume, etc., qui ne serrent pas la main à une femme et tout. Et on a vu qu'il avait 2 femmes. Et moi je dis, mais une Tunisienne, la fille de Bourguiba, comment elle peut accepter d'être la 2e femme? Parce que pour nous, on a enlevé ça de notre logiciel. Eh bien, voilà le retour vers vers cet obscurantisme, vers ce non-droit auquel reviennent les femmes. Et si cette femme-là, qu'elle soit fille de Bourguiba ou pas, vous dit « Fawzia, je vous adore, mais je suis libre, je suis ravi. » Non, parce que ça existe. Et vous le savez mieux que moi. Attendez. Je suis ravi d'être la 2e, 3e épouse, on s'entend très bien tous ensemble, on vit une vie... Qu'est-ce que vous répondez à cette Parce que ça ne relève pas... Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais attendez. Il y en a beaucoup, pardon, je suis désolé. C'est une question de mec, ça. Vraiment, non, c'est pas une question. C'est la première fois qu'on me dit que je pose des questions de mec. Moi, je pose la question d'une fille. En quoi ça vous dérangerait... Mais d'abord, répondez-moi. Attendez, mais je vous répondrai. En quoi ça vous dérangerait que vous soyez le 2e, le 3e mari pour une femme? Non, mais je réponds à la question. C'est ça, en partant du principe de l'égalité... On devrait être d'accord, si on est dans cette hypothèse-là, une femme devrait être d'accord, pourquoi pas, ça relève de sa liberté d'être la 2e, la 3e épouse. Mais le principe de la liberté dicte ceci aussi, un homme, voilà, devrait être d'accord d'être le 2e, le 3e, le 4e époux. Ah mais absolument, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche aucunement l'autre. Le problème, l'un n'empêche pas l'autre, mais n'empêche que nous sommes dans un contexte arabo-musulman qui privilégie une approche et qui interdit complètement de penser même, parce que la polygamie, la polyandrie est un impensé chez nous. On ne peut pas le penser. Donc, si vous partez du principe de l'égalité, c'est ça. Mais vous avez pensé tellement de choses et légiféré sur tellement de choses qu'il est très probable que vous pensiez aussi à ça un jour. Vous, en Tunisie, nous restons quand même dans ça, on y reviendra peut-être à la Méditerranée, dans un patriarcat méditerranéen qui est quand même assez offensif. Même en Tunisie. Partout, même dans les pays du Nord. Même dans les pays du Nord, vous ne pouvez pas encore faire accepter cette idée à un homme. Mais c'est ça. Et ces avancées... Deuxième chose, avant que je n'oublie, si vous partez aussi du principe « Ah ben je suis libre d'eux, je suis libre d'eux », mais vous pouvez tout faire. Vous êtes libre de tuer, d'être dans l'inégalité, d'être injuste, d'être... C'est pas juste comme... Non, je ne parle pas de moi, mais c'est pas juste comme comparaison. Là. Oui, mais c'est pas... Est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'on dise « Ah voilà, je suis libre d'être la 3e du rang » Est-ce qu'on peut dire, oui, je suis libre de couvrir mon corps, mais lui, pourquoi il ne couvre pas son corps? Vous allez être... Mais c'est comme ça. Mais si il y a vous voulez plein qu'on de... raisonne ça n'engage en rien mon avis personnel, qui ne regarde personne et qui n'intéresse personne. Ça, c'est la vie privée. Il y a beaucoup de femmes qui revendiquent ce droit-là. On ne va pas s'étendre... Alors, ce droit-là, si c'était un droit personnel, oui. Oui. Mais c'est un droit
communautariste et communautaire. C'est une apparence vestimentaire, par exemple. Ou non, ce que je dis n'est pas faux, madame. Du tout. Attendez, mais du tout. Elle répondra là. Ou c'est une pratique, si vous voulez, qui entérine le fait que la femme est toujours seconde, que la femme doit couvrir son corps, que c'est à la femme que reviennent ces signes de restriction tout le temps, comme si elle devait être elle seule représenter la religion. Et là, on va peut-être arriver à la littérature. Pourquoi j'écris ? Je l'ai dit dans ce livre que j'ai sorti il y a 25 ans. Je l'ai dit, c'est pour en finir avec Scheherazade. Nous en avons marre de raconter les histoires de Scheherazade. Parce que vous avez remarqué que Scheherazade, elle raconte toutes les histoires, sauf la sienne. Qui connaît Scheherazade? Comment elle est faite? Comment est-ce qu'elle avait du plaisir avec son roi? Personne. Alors, elle met son temps à raconter la nuit, jamais le jour, et pour divertir le genre masculin. Eh bien, je dis, moi, j'écris aujourd'hui pour rompre avec cette tradition-là. J'écris pour dire ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et j'écris parce que c'est une façon, et là c'est encore une fois scandaleux chez nous, de révéler l'intime de nos sociétés. On nous a tellement dit les femmes sont l'identité, l'intime. Eh bien l'intime, je suis maintenant en train de le dévoiler. C'est ça, je vais vous raconter une histoire, parce que peut-être qu'on a terminé. Non, on n'a pas terminé, parce que avant que vous racontiez l'histoire... Non, mais parce qu'on on va aller déjeuner, mais j'ai juste une question qui va nous intéresser. Et après, vous raconterez l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que la Tunisie soit devenue championne des droits des femmes? Quel est le mécanisme? Les femmes, les hommes, les deux ensemble, les mentalités, la géographie, la cuisine. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez le seul pays dans le Machrek et le Maghreb à avoir terminé au niveau législatif votre combat pour la parité homme-femme? La géographie sans doute. Nous sommes quand même ce cœur de la Méditerranée. L'histoire sans doute. Je vous ai raconté cette Tunisie qui est une femme d'abord et qui est passée par des figures de légende féminines. Et nous avons surtout ce grand bonhomme qui s'appelle Bourguiba et qui en 1956, avant même de voter la constitution de la Tunisie, a fait le code du statut personnel et il n'aurait jamais pu le faire aujourd'hui, parce que pour dire en 1956, voilà, j'interdis la polygamie, le tutorat, j'instaure l'égalité, il fallait on dit d'ailleurs c'est un grand bonhomme pour un petit pays, Bourguiba, c'était extraordinaire. À partir de ça, dans la mesure où nous avions la loi pour nous, eh bien c'était parti, et pendant 50 ans, et il a dit on envoie les filles à l'école. Ça, on ne se rend jamais compte de l'éducation. Vous savez que l'école était obligatoire en 1956. C'est pour ça, pour revenir à votre question avec mes frères et sœurs, que moi, je suis allée à l'école. Et mes sœurs aînées, les 3, ont été, au bout de 5 ans de l'école primaire, ma mère les a sorties de l'école. Je suis la première à avoir pu continuer et aller à l'école. Bourguiba, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis, je suis la fille du miracle bourguibien et qui donc inscrit ce miracle dans la loi. Et ça a continué. Et c'est vrai que nous sommes au-devant de tous les pays, non seulement arabes, vous savez, mais occidentaux. Quand on sait qu'en Pologne, et vraiment, ils ont bataillé pour que quelques mois, ils aient le droit à l'avortement, nous, c'était inscrit depuis 1956. Quand on sait que nous, le planning familial était inscrit, on donnait les pilules gratuitement et les femmes avortaient gratuitement, on se dit, c'est quand même un miracle. Donc, par rapport à tous les pays en général, et ça je ne suis pas en train de faire l'article pour la Tunisie, par rapport à ces pays-là, nous avons été en avance et a priori, nous bouclons la boucle si on nous laisse tranquilles. Bah écoutez, on va revenir à... Malheureusement, on ne peut pas exporter ça. Nous, on aurait adoré pour une fois exporter une recette miracle qui aurait fait que nous aussi, on en arrive là. Il y a là. Madame, on peut apporter un mic. Merci. Mais il faut aussi en finir avec les geishas au Japon. Il faut en finir... Ah oui, bien sûr. On parle de notre région. Juste un petit commentaire, si vous me permettez. Toujours, on parle de la voile comme si c'est musulman. En Éthiopie, les chrétiennes mettent la voile comme les druzes religieuses chez nous ici. Et ils sont interdits même d'entrer dans les églises sans la voile. Et les églises chez eux, les femmes à part et les hommes à part. Donc ça, c'est une culture.
C'était dans le temps, plus maintenant. Non, non, pas vraiment. Dans les tribus africaines, je crois, c'est toujours le cas. C'est une question tribale, non de culture. Mais en ce qui concerne homme à part, femme à part, ça a changé. On présente les condoléances dans un même endroit. Ça a changé, mais je dis, c'était comme ça dans le temps. Peut-être dans les montagnes, mais plus maintenant. Juste avant d'aller manger, il y a juste la petite fin de l'histoire parce qu'elle est Non, mais savoureuse. je lui ai dit que j'étais prête à ne pas la raconter. C'est lui qui me provoque, là. Vous voulez que je la raconte? Non, madame, allez-y, allez-y. Mona Mourad, Association de la responsabilité civique. Ce que je tiens à vous dire, avant tout, vraiment, je tiens à remercier son Excellence Maï Chidiac parce qu'elle nous a donné l'occasion d'écouter des femmes réellement, malheureusement exceptionnelles par rapport à la majorité des femmes. Et vraiment, nous la remercions pour son choix. Quant à vous, Madame Fauzia Zouari, je fais une petite remarque, c'est que Bourguiba était mariée à Wassila, qui était une femme exceptionnelle, et que certainement il était influencé par sa femme Wassila, à tel point que les Algériens, j'étais en Algérie à ce moment-là, du temps du Bourguiba, disaient que les gens applaudissaient dès qu'ils entendaient le mot Wassila, alors que Wassila, c'est une méthode de faire. Pour eux, Wassila, c'était la femme de Bourguiba qui a réussi quand même à inspirer son mari pour faire ce qu'il a fait. En tant que Tunisienne, sincèrement, nous ne pouvons pas ne pas respecter le code du statut civil. Et nous espérons que vraiment tous les pays arabes suivront la Tunisie. Maintenant, quant à votre propre personne, réellement, je suis maintenant très intéressée par lire vos livres. Vous êtes la première femme authentique qui vraiment exprimait tout ce que la femme arabe, malheureusement, ne peut pas exprimer. Et nous, les Libanais et Libanaises, nous sommes vraiment, nous nous sentons à la fois chrétiens et musulmans. Et c'est ça la mission du Liban. On a été éduqués dans les mêmes écoles, on a eu vraiment une même éducation, à tel point qu'actuellement, nous nous sentons à la fois musulmans et chrétiens. C'est curieux, et c'est pour cela que nous espérons que tout le Moyen-Orient donnera la possibilité aux femmes d'être les égales des hommes. Ça prendra du temps, madame. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. L'histoire maintenant, en une minute. On peut la faire en une minute. Yaraï, c'est comme on dit en tunisien. Et, il y a la Sa'atit al-Mloukhiyya, donc cette histoire. Non, mais ça reprend juste ce que vous disiez au début, cette thématique de passerelle et de pont. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai essayé de publier ce livre qui est dans aussi de lien entre les religions, qui s'appelle « 12 musulmans parlent de Jésus ». Et c'est la première fois que ce sont des romanciers, ce n'est pas des experts, des historiens. Et ce sont 12 écrivains musulmans qui parlent de Jésus, de leur expérience, tout en restant musulmans. Je pense que c'est là aussi que mènent les combats, les femmes, le combat que mènent les femmes, quand je dis elles légitiment l'étranger, elles légitiment l'autre. Je voulais te demander, est-ce que vous trouvez une différence entre ce que vous nommez... J'entends pas. Vous trouvez une différence entre ce que vous nommez la soumission et une vraie conviction en ce qui concerne le hijab? Je disais que c'est long, hein. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, c'est très long. Vous savez, en France, on s'est étripé à cause de ça. Moi, j'ai publié 2 livres sur ça. C'est très difficile, ce phénomène, à appréhender, parce que bien sûr, on peut dire c'est sa liberté personnelle. On peut dire, moi, je me pose des questions sur celles qui se voilent et qui pratiquent l'adultère et qui se maquillent.
Mais un pays comme la France, d'ailleurs, je n'ai pas abordé le voile dans les pays musulmans ou arabo-musulmans. Je l'ai adopté en France, souvent pour montrer la schizophrénie dans laquelle nous sommes. Vous savez, le voile, en principe, c'est l'anonymat. C'est pour qu'on ne vous voit pas, en principe. Hein. C'est la pudeur, d'accord, et l'anonymat. Quand vous êtes dans des rues, dans un pays étranger comme la France, que vous traversez la rue, vous êtes la seule voilée, tout le monde vous regarde, vous. Il ne me regarde pas moi qui suis musulmane et qui ne suis pas voilée. C'est ça. Donc il y a une inversion du sens du voile qui a tout le temps cours dans des pays qui ne sont pas musulmans. Si vous voulez qu'on ne parle pas de vous, vous êtes dans un pays laïque. Moi je suis laïque, je suis pour l'exception laïque. Vous êtes dans un pays où la religion c'est votre affaire personnelle, où elle n'est pas un signe extérieur. Vous ne dites pas vous baladez, je suis musulmane, je suis musulmane. Non, je suis musulmane. Et je suis française, je suis musulmane, je suis comme vous, je peux être meilleure que vous. Ce n'est pas parce que je mets mon voile que je suis quelqu'un. Voyez? Merci. Ziad, ما بفتكر بعد عنا وقت ناخذ أسئلة أبداً. Bien, merci beaucoup. Mon histoire, comme ça vous mettra en appétit. Mais ça, on n'a pas eu le temps de parler de l'écriture. Mais lisez ces livres et vous aurez toutes les réponses. C'est gentil. Mais je disais que donc mes livres, c'est dire je, c'est parler de moi et dévoiler donc ce côté dont ne parlaient que les hommes jusque-là. Mais l'écriture en soi, et d'ailleurs je l'explique pourquoi j'écris en français, alors que je suis arabophone, pourquoi je n'écris pas dans la langue maternelle, mais j'écris dans une autre langue. Ça, je l'ai expliqué dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle Molière et Sherazade. Cette histoire, un jour je prends un taxi à Tunis et vous allez voir le mécanisme du voilé-dévoilé, le mécanisme sur lequel reposent les sociétés musulmanes. Et donc je prends un taxi et le type du taxi me dit alors ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Et donc je réponds j'écris. Il me regarde comme ça, il lâche presque le volant, il dit mais c'est haram. Oui. Je dis mais pourquoi? Il me dit mais parce que vous donnez à voir ce qu'on ne doit pas voir, ce que le public ne doit pas voir. Et alors j'ai dit mais explique-moi. Et il m'a expliqué avec une parabole. Et il a dit tu sais ma sœur, un jour il y a une femme qui a beaucoup péché. Et donc elle a demandé à l'ange Gabriel, qui est le messager entre la créature et son Dieu, et elle lui a dit s'il te plaît va voir Dieu et demande-lui s'il peut me pardonner. Et l'ange Gabriel très gentiment a dit oui. Il est monté voir Dieu et dit Dieu, est-ce que tu peux pardonner à ta créature? Et Dieu dans toute sa clémence dit va et pardonne, dis-lui que je pardonne. Donc l'ange Gabriel descend, il dit voilà, je t'apporte une bonne nouvelle, Dieu te pardonne. Et la bonne femme, excusez-moi pour la bonne, dit mais Gabriel, mais tu n'as rien compris, tu ne sais pas la mesure, le poids de ce que j'ai commis. Et elle se met tout de suite à lui raconter tous les péchés qui passent par l'adultère, le crime, l'inceste, enfin tout. Et une fois qu'elle a terminé le détail, elle dit monte et dit à Dieu, est-ce qu'il me pardonne? Et Gabriel remonte, il va voir Dieu, il dit voilà, ta créature, elle a fait ça et ça et ça, et Dieu dit, descends et dis-lui que je ne pardonne point. Et Gabriel dit, mais enfin Dieu, il y a un quart d'heure, tu m'as dit que tu lui pardonnais. Et Dieu qui dit, mais il y a un quart d'heure, il y avait qu'elle et moi qui étions dans le secret, maintenant tu es le troisième. Vous avez tout compris? Merci beaucoup et Sartène. Merci à vous. قبل الساعتين بس بدنا نذكركم بالانتراكشن على تويتر هاشتاج وفل 2019. بدنا نشكر السبونسرز تاتش وبي ال سي، واكيد في كادو من مجوهرات كلاس باخر هالمؤتمر. ساعتين